Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire aujourd'hui, le bois énergie est un bon moyen pour se chauffer de manière écologique et économique. C'est ce que nous dira Jean de Falandre du comité des forêts. Nous retrouverons le CIRFA, le maître Elena Lester vous parlera des métiers de quartier-maître de la flotte. Puis on vous proposera de jouer en fin d'émission avec un reportage au barrageux Le Kraken à Mulsanne. Parlons donc de bois énergie pour commencer. Bonjour Jean de Falandre. Bonjour. Content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet à évoquer avec vous. Donc, on va parler bien notamment de la hausse importante de la facture d'électricité. Les particuliers et les entreprises l'ont senti passer au mois de février dernier avec la hausse qui est en vigueur depuis le 1er février dernier. Mais vous, du coup, en tant que forestier, quelles sont un peu les astuces que vous pouvez mettre en place pour aider simplement les gens à réduire leur facture d'électricité? Donc en fait, effectivement, nous, en tant que forestier, on produit du bois. Et du bois, c'est une matière qui peut se brûler et qui peut apporter des énergies calorifiques pour se réchauffer. Donc évidemment, le métier de forestier n'est pas de produire du bois de chauffage ou du bois bûche ou du bois énergie. C'est pas notre vocation à proprement parler, puisque la vocation du forestier, c'est de produire du bois de qualité. Mais quand vous coupez un chêne, vous allez avoir la grume qui va partir à Notre-Dame pour refaire la charpente, mais vous allez avoir la tête de l'arbre qu'on appelle le houppier, qui lui n'a pas de valorisation forestière classique. Et cette valorisation, c'est ce qu'on appelle, nous, le bois de chauffage. Et donc, le bois de chauffage peut servir en tant qu'énergie. Moi, c'est vrai que moi, personnellement, en tant que Jean de Falandre, je me chauffe au bois et je profite toujours des étés pour aller faire mon bois de chauffage. Les journées sont plus longues. Après le travail, je prends ma tronçonneuse et ma voiture et ma remorque et je vais aller faire un petit peu de bois de chauffage pendant quelques heures pour pouvoir enfin préparer l'hiver. Donc c'est vrai que c'est une option qui peut être extrêmement intéressante financièrement. Ça va demander du travail, mais c'est finalement l'un des rares endroits où en tant qu'humain, on peut agir sur sa facture d'électricité. C'est assez compliqué, j'ai envie de dire, d'agir sur sa facture de nourriture. Enfin, on peut faire son potager, etc. Mais il y a peu de marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre qui est assez facile, on va dire, c'est d'aller travailler pour faire son propre bois de chauffage. Enfin, et moi, j'ai envie de dire, c'est même un atout pour le forestier, puisque, en fait, quand vous avez la tête de chêne, alors elle va être, si on ne la coupe pas et qu'on ne la brûle pas, en fait, on va à terme, elle va revenir au sol. Et donc, en fait, d'un point de vue quantité de carbone, c'est exactement la même chose, puisque quand les micro-organismes, les champignons, les vers de terre et tous les insectes vont manger le bois, ils vont le relâcher, ils vont le relâcher en se multipliant, etc. Enfin, il va être décomposé, donc il va produire du carbone. Et cette énergie-là, qui est le carbone qui est libéré dans l'atmosphère, est exactement le même que quand vous brûlez votre bûche de bois. Sauf que dans un cas, elle va vous produire de la chaleur pour vous chauffer et donc va venir en fait en substitution de votre chauffage, qu'il soit électrique, fuel ou autre, d'ailleurs, aérothermie, enfin voilà, tout ça c'est de l'énergie en fait. Et là, le bois va venir en substitution et en fait d'un point de vue carbone ne va que se substituer par rapport au fuel parce que de toute façon, si le bois on l'a pas billonné, mis en tas et il sera de toute façon relargué. Et moi, je vais même plus loin que ça, c'est que si on veut faire de la sylviculture de qualité, c'est-à-dire si on veut produire des arbres pour pouvoir travailler pour la charpente, pour pouvoir avancer dans la belle et dans la bonne sylviculture, eh ben, on va devoir avoir des brins qu'on appelle entaillis, c'est-à-dire qui vont servir, qui vont être de moins bonne qualité, même de mauvaise qualité, qui ne peuvent que être valorisés en bois de chauffage, mais qui ont un rôle extrêmement important dans la culture, dans l'éducation, comme on dit dans le jargon sylvicole, dans l'éducation des beaux arbres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un chêne, si vous le mettez en pleine lumière, c'est-à-dire si vous avez une forêt, puis vous coupez tout d'un seul coup et vous laissez un chêne au milieu de la forêt, vous allez avoir le soleil qui va taper sur le tronc et le chêne va avoir un symptôme, il va faire des feuilles à la base du tronc et il va énormément dégrader la qualité du bois. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à avoir une branche, une feuille, c'est quelque chose qui fait un défaut. Et donc, nous, en tant que forestiers, quand on travaille comme on travaille sur du temps long, on va en faire en sorte de ne jamais mettre les arbres en pleine lumière, en conservant du taillis ou des arbres de moins bonne qualité, et on va venir travailler un petit peu dans ce taillis-là pour pouvoir éclairer la tête du chêne, pour pouvoir donner que le chêne se développe, tout en préservant une ambiance forestière, une atmosphère forestière et de l'ombre sur la bille de chêne. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour le chêne, c'est d'avoir toujours de l'ombre sur son fût, sinon il va énormément se dégrader en qualité. Et donc, ces bois-là, on est obligé de les couper.
Et on a une difficulté en tant que forestier, c'est d'avoir du monde pour venir les couper. Alors, il y a des professionnels évidemment, mais venir en tant que particulier abattre ces arbres-là, les tronçonner, les mettre en tas et venir pour se chauffer ensuite, ça permet, de réduire la facture d'électricité comme on l'a dit en introduction, et d'avoir un vrai impact sur la forêt, sur le façonnement de la forêt, et donc c'est extrêmement important. Alors après, l'idée c'est pas d'acheter une tronçonneuse et de partir bille en tête, etc. parce que c'est quand même mieux de se former. Je crois que la MSA pouvait donner quelques explications, ou en tout cas c'est d'y aller avec un petit vieux, comme on peut dire un peu, c'est les gens qui ont l'habitude de faire du bois, qui vous expliquent, parce que c'est quand vous faites appel à une tronçonneuse, quand vous travaillez avec une tronçonneuse, c'est un outil qui est extrêmement dangereux. Et donc, il faut être très prudent. Et donc, ça, j'en profite de tous nous sensibiliser. Et moi, le premier, il faut mettre un casque, il faut prendre des chaussures de protection et un pantalon de protection. C'est vraiment indispensable parce que on n'est pas à l'abri d'une mauvaise manip et la mauvaise manip, elle peut vous coûter un bras, elle peut vous coûter une jambe. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Mais il y a quand même rien de plus sympathique que d'être le soir en forêt. Enfin, moi, j'étais très très bon souvenir au mois de juin l'année dernière de partir le soir à 18h, 20h. Il fait beau jusqu'à 22h, 23h et vous êtes avec la tronçonneuse en plein milieu de la forêt. La forêt vous appartient. Vous repartez, vous voyez des cerfs, des chevreuils. C'est assez fantastique et vous avez un vrai impact écologique et un vrai impact économique. Après, ce qui est important aussi, c'est de faire sécher le bois, donc avoir un petit endroit où vous pouvez le faire, le sécher, tout simplement. On conseille souvent de le faire sécher entre 1 à 3 ans. Enfin, 3 ans, 1 an dehors et 2 ans en bâtiment ou en tout cas à l'abri de la pluie. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps à se constituer, surtout la première année quand vous constituez parce que vous devez faire un gros stock pour les 3 années. Après, c'est un roulement, c'est plus simple. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très rentable économiquement et très intéressant. Et c'est vrai que les hivers étant de plus en plus doux, nous, moi personnellement, cette année, j'ai brûlé j'ai brûlé 8 à 10 terres de bois de chauffage et que je me chauffe exclusivement au chêne, enfin au bois que j'ai coupé, que j'ai tronçonné moi-même. Et je pense que c'est un bon acte écologique et économique. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y en a peu et c'est assez agréable d'avoir des choses comme ça où on peut allier et l'écologie, parce que pour moi, c'est quelque chose de fort, parce que vous, au lieu de brûler du charbon, enfin pas du charbon, mais du fioul, vous brûlez du bois, donc c'est assez fantastique. Acte économique, acte écologique, l'importance de la transmission aussi, vous l'avez souligné, pour permettre finalement à celles et ceux qui ont un peu plus de bouteilles en termes de coupe de bois, de permettre à la jeune génération d'avoir les bonnes techniques pour le faire également. Avant de se quitter, donc, vous avez un peu parlé de votre cas personnel et de votre mois de juin de l'an dernier. Là, justement, on est à la fin du printemps, l'été approche. C'est la bonne période pour aller couper son bois de chauffage maintenant ? C'est pas forcément la bonne période. Alors ça dépend en fait, pour être transparent. Historiquement, on conseille beaucoup plus de couper les arbres, de tronçonner les arbres en hiver parce que les arbres sont hors sève. C'est-à-dire qu'il y a plus de sève dans le tronc et donc il va sécher plus rapidement. Après, moi j'avais la chance pour mon cas personnel, c'est que quand vous coupez un chêne, vous allez souvent le couper l'hiver et donc il y a toute la tête de chêne qui est là, qui est restée en forêt. Moi dans mon cas depuis 2 ans, ça faisait 2 ans que les arbres étaient abattus et déjà en forêt. Donc c'était un gros atout parce que ça m'a permis de pouvoir directement le stocker en bâtiment et de le faire sécher très rapidement parce qu'il était déjà un peu même très très sec et donc en 6 mois de séchage en bâtiment ça fonctionnait bien. Mais donc c'est vrai que dès que vous êtes dans le cas d'arbres déjà abattus, moi j'aime bien l'été parce que les journées sont longues et c'est assez chouette. Mais dès que vous voulez abattre des arbres en feuilles, vous allez avoir beaucoup de sève et donc un temps de séchage plus important. Après c'est vrai que pour baisser le temps de séchage, on peut aussi fendre, et moi c'est vrai que je fends tout en forêt, dès que ça rentre pas dans mon poêle, je le fends, où l'idée c'est pas de se casser le dos donc en portant les bûches, donc je fends avec des coins ou autre. Mais donc voilà, donc là, la bonne période, ça va être l'hiver quand les arbres ont des feuilles, mais dès qu'on fait les têtes des arbres qui ont déjà été abattus, la bonne période, c'est un peu quand on veut, mais l'été, moi je trouve assez sympa. Eh bien, merci beaucoup, Jean de Falandre, et on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci beaucoup, à bientôt. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause, place maintenant au métier de la marine avec le CIRFA du Mans.
Nous retrouvons le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces des armées du Mans. Et aujourd'hui, c'est le maître Elena Lester, conseillère en recrutement du CIRFA, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors maître Elena Lester, on fait aujourd'hui un focus sur la marine et sur les métiers de quartier-maître de la flotte. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le quartier-maître de la flotte, c'est une formation militaire, maritime, de sécurité et sportive qui permet aux jeunes qui ont envie de découvrir la marine et de s'engager sur un contrat 2 ans de pouvoir venir chez nous. Voilà, parce qu'on appelle ça des quartiers-maîtres de la flotte, contrat 2 ans en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que le jeune peut faire soit son contrat 2 ans entièrement et pourquoi pas être renouvelé, soit à l'issue pouvoir quitter la marine. Il y a des formations militaires qui sont proposées, des sessions ensuite après sur le terrain. Comment ça se passe pour eux ? Alors le quartier-maître de la flotte 2 ans a la possibilité de choisir entre 4 métiers différents. Il n'aura pas de formation purement de métier puisqu'il n'aura qu'une formation militaire, maritime, sécurité et donc sportive pendant 6 semaines, donc sur une base navale, enfin dans un centre de la Marine nationale. Et à l'issue de ces 4 petites formations, il partira directement sur son affectation pour apprendre l'un des métiers qu'il aura au préalable choisi. Et quels sont ces métiers alors ? Alors nous avons équipier naval, c'est un métier du soutien, c'est un soutien de l'équipage, que ce soit sur le côté administratif, service général. Nous avons également OPNAV, tout ce qui est opération et navigation. Donc ce sont des métiers quand même assez polyvalents qui permettent aux jeunes de pouvoir se projeter sur l'avenir, mais également se positionner sur un métier pour le futur. Donc l'OPNAV, c'est quelqu'un qui est chargé des missions opérationnelles, qui peut également être en passerelle et aussi se charger de tout ce qui est télécommunication au sein de la marine. On va avoir également toute la partie mécanique et électricité. Donc là, quelqu'un qui a envie de faire de la mécanique, mais qui n'a encore aucune compétence, j'ai envie de dire, dans le domaine, là, c'est le moment de pouvoir apprendre sur le terrain et de pouvoir ensuite avoir une formation pour se perfectionner et se propulser. Donc la mécanique et l'électricité, c'est assez varié, mais on va parler quand même de tout ce qui est installation de propulsion, fabrication d'énergie, au sein évidemment des bateaux. Et le dernier, on va avoir tout ce qui est vivres, on appelle ça les vivres, c'est tout ce qui est chargé de la restauration, que ce soit sur le service comme l'élaboration des menus. Beaucoup de choses, un panel de métiers assez large. Il y a une 5e voie possible, mais qui là pour le coup, vous en parlez peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas nécessairement de besoin de recrutement autour de cette 5e voie. Alors en effet, il n'y a pas forcément un besoin de recrutement. Néanmoins, on laisse cette possibilité aux jeunes qui en ont l'envie. On appelle ça le CHMP, c'est la compagnie d'honneur de la Marine nationale. Ce sont des jeunes qui ont envie pour la plupart de se diriger dans le métier de la protection. Mais qui n'ont pas forcément encore soit les capacités intellectuelles ou physiques. Et donc, cette affectation permet aux jeunes d'avoir une formation de fusilier marin, donc de la protection, mais également de représenter la Marine nationale au sein de cérémonies. En tout cas, pour l'ensemble de ces métiers regroupés au sein des quartiers-maîtres de la flotte, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais ça permet vraiment une découverte sur le terrain avant une projection pour ensuite une carrière dans ces domaines-là. Tout à fait, ça laisse la possibilité aux jeunes de pouvoir se dire c'est vraiment ça qui me plaît et je me projette dans la Marine nationale, ou ça ne me convient pas et pourquoi pas découvrir un autre métier lors de son affectation et se dire bon, je me projette mais sur un autre métier. Ouais, donc les évolutions des projections sont multiples aussi. Également. On n'est pas cadenassé et ancré dans un seul domaine. Tout à fait. Et du coup, pour s'inscrire à ce fameux contrat de 2 ans, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors, il suffit de contacter donc le CIRFA pour la Marine nationale, de venir nous voir afin qu'on puisse justement donner une information sur ces différents métiers et ce qui peut être accessible aux jeunes selon ses compétences. Et à l'issue, nous émettrons un dossier de candidature et des évaluations seront faites par le jeune. Et puis à l'issue, le service de recrutement de la Marine émettra une commission où ils prendront une décision sur l'engagement de ce jeune. Eh bien, merci beaucoup, maître Elena Lester, d'être venue nous parler aujourd'hui des quartiers-maîtres de la flotte dans la Marine. Et puis à bientôt sur RCF. Merci beaucoup à vous. On retrouve maintenant une voix que vous connaissez déjà si vous êtes de fidèles auditeurs de RCF Sarthe, celle de Maya Gasnier, que vous pouvez entendre dans le Club Radio. Elle s'est rendue au barrageux Le Kraken de Mulsanne. Reportage.
Le Kraken, c'est un bar à l'ambiance de 20 000 lieues sous les mers, nouveau repère des amateurs de jeux de société. Et aujourd'hui, c'est le patron de l'établissement qui nous accueille. Bonjour, donc moi je m'appelle Tony Fournival et je suis le patron du Kraken, bar à jeux, centre multi-activité on va dire. On a 6 salles d'escape game, une salle de quiz game, une salle de jeux d'enquête, 2 salles de karaoké et le bar à jeux de société. Donc tout ça vous le retrouverez sur notre site internet, tout est sur réservation. Excepté le bar à jeux où là vous pouvez venir, vous rentrez, vous pouvez rester 2 heures à jouer à un jeu, il n'y a pas de souci, mais tout le reste se fait sur réservation, le créneau que vous souhaitez s'il est libre et vous pouvez venir jouer. Quel type de jeux de société on peut y trouver ? Alors j'ai envie de dire un petit peu tous les jeux de société, moi-même je les connais pas tous, mais on a à peu près 250 jeux de société, il y en a encore à venir, enfin on a quand même pas mal de références, il y a vraiment peu de jeux qui ont la cote que vous ne pourriez pas trouver ici, non en principe on a un petit peu de tout. Hein. Tant que possible, on brief. Alors on a 2 personnes dans le staff qui sont vraiment spécialisées là-dessus, qu'on a recruté pour ça aussi, qui connaissent des règles. Ils ont une bibliothèque de jeux très très élargie et donc quand ils sont dispo, ils vous expliquent les règles du jeu. Bon ils sont là pour ça, mais sous réserve de disponibilité. Est-ce que si un jeu nous plaît, on a la possibilité de l'acheter ? Oui, mais pas chez nous. En fait, on a un partenariat avec Jouet Club qui est juste à côté. Jouet Club qui nous alimente en jeux de société. En contrepartie, nous, on s'est engagé à pas faire de vente, mais par contre, un jeu qui vous plaît chez nous, vous allez l'acheter juste à côté. Ils sont référencés là-bas puisqu'ils viennent de là-bas. Est-ce que c'est possible d'y organiser des événements dans le cadre professionnel ? Oui, il est possible de privatiser le Kraken. On a quelques entreprises, quand ils viennent très nombreux, voilà, on ferme au public, on est désolé. On l'annonce avant, bien sûr, mais on privatise l'espace et on reçoit les entreprises, on fait du cocktail dînatoire, déjeunatoire aussi. Ils passent la journée là et avec toutes les activités qu'on propose, on peut faire jouer en simultané une centaine de personnes. Et à une plus petite échelle, pour juste un anniversaire par exemple, c'est possible aussi ? Alors oui, on vous reçoit pour les anniversaires, on propose aussi des packs anniversaires. Par contre là, il n'y aura pas de privatisation. On vous installe dans un coin, vous êtes tranquille entre vous et vous dégustez le gâteau avec un jeu de société à côté ou une activité avant ou après, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir un bar à jeux en plus de l'escape game ? Alors l'escape game, on l'a ouvert il y a 8 ans au Mans et depuis 8 ans, on avait l'idée d'avoir un bar à jeux de société qui nous servirait d'accueil, d'endroit pour pouvoir débriefer tranquillement après une partie d'escape game. Et on n'avait jamais trouvé le local qui s'y prêtait parce que faut un petit peu de place quand même. Et là, quand cette nouvelle cellule a été construite juste en face de notre escape game, on s'est dit c'est l'occasion. Donc on a sauté sur cette occasion et on a pu ouvrir le bar à jeux. On essaye d'être très familial, ça s'adresse vraiment à toutes sortes de publics. Après, on a quelques spécificités, notamment sur les salles d'escape game. On a 2 salles qui vont être interdites aux moins de 15 ans, mais après c'est un public très familial et c'est comme sur les jeux de société, quoi. C'est de 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci. Hors vacances scolaires, on va faire du 13h, 23h à peu près. Et sur les vacances scolaires, on va ouvrir de 10h le matin à minuit 1h en fonction des jours. Les week-ends, pareil, on est sur du 10h le matin à minuit 1h en fonction des jours. Et est-ce que vous prévoyez de faire d'autres choses, comme par exemple des soirées jeux de rôle ? Alors c'est à l'étude, c'est en discussion. Oui, on va essayer de développer les soirées. On n'est pas ouvert depuis très longtemps. Hein. On n'a pas encore, côté barrageur, on n'a pas encore 1 an d'expérience. Donc ça se développe petit à petit. Mais oui, toutes les pistes sont bonnes à prendre et on s'éclate aussi. Donc ça va venir. Merci beaucoup Tony Fournival. Si l'idée d'une partie de jeux de société vous tente, rendez-vous 4 rue Louis Blériot, Zac du Cormier à Mulsanne. Merci beaucoup Maya pour ce reportage, à bientôt dans le Club Radio. En attendant, faites une pause, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, passez une excellente journée à l'écoute de RCF.